Alors c'est évidemment un grand honneur d'avoir un panel comme celui-là. Vous avez compris que la philosophie du collège, c'est la pluridisciplinarité et la représentation des différents domaines de recherche qui, autant que possible, interagissent les uns avec les autres. Et donc cette première table ronde est à l'image de ce projet du collège, avec aussi un effort sur la parité que malheureusement je suis en train de rompre puisque c'était Olivier qui était censé présenter cette table ronde. Mais l'idée c'est bien d'avoir ces discussions. Donc on aura une présentation de nos intervenants qui ont des approches différentes d'un sujet qui n'ont quand même pas si facile, et comme l'a rappelé notre président, on a finalement un sujet de colloque extrêmement grave, qui est préoccupant et qu'on vit à différentes échelles. Ça a été aussi rappelé par la conférence introductive. Est-ce qu'on est schizophrène? Quel type d'engagement? Est-ce qu'on se sent engagé? Parce qu'il y a aussi beaucoup de subjectif dans tout ça. À quel niveau on est engagé? Comment on vit aussi d'être chercheur dans un contexte évolutif, et ça nous a été rappelé aussi par les présidents d'université ce matin, toutes les contraintes qui pèsent sur les chercheurs, les enseignants, hein, puisque la science étant censée quand même guider et soutenir l'enseignement, encore un défi. Il faut pour cela que la recherche continue d'avancer. Et donc, cette thématique, on la débute par une table ronde sur faut-il arrêter la recherche? Parce qu'il y a bien sûr eu des mouvements et des réflexions là-dessus dans un contexte extrêmement évolutif depuis quelques dizaines d'années. Est-ce qu'il faut questionner les méthodes de recherche, les sujets de recherche, la méthode ou les méthodes que nous utilisons? Est-ce qu'il faut questionner celles et ceux qui, entre guillemets, promeuvent ou encadrent ou sont susceptibles de soutenir la recherche? Est-ce que la place des organismes de recherche, des institutions, des universités elles-mêmes a évolué? Je pense que c'est très important ce qui nous a été rappelé avec Olivier, c'est que ce n'est pas simplement s'interroger sur différents engagements, c'est aussi s'interroger au cours d'une carrière. Les positionnements ne peuvent pas être les mêmes, il ne faut pas l'oublier, hein. La question des inégalités, elle va beaucoup se poser, mais il y a aussi des inégalités dans les carrières, et puis il y a des réflexions qui ne sont pas les mêmes en début de carrière qu'en milieu de carrière ou en fin de carrière. La question de la liberté, la question des questionnements et des questions qu'on se pose. Parce que le chercheur, ce n'est pas finalement forcément trouver des solutions, c'est aussi, on nous met dans des postures, des fois, un chercheur, il pose avant tout des questions, d'abord à lui-même, et ensuite à l'ensemble de la communauté. Donc, la question qui nous occupe ici, c'est faut-il arrêter la recherche? Mais de quelle recherche on parle et qui pose cette question? Est-ce que ce sont les chercheurs qui se posent cette question? Est-ce que c'est une partie de la société et quelle partie de la société se la pose? Est-ce que c'est nos institutions qui nous poussent à nous poser cette question? Faut-il arrêter la recherche? Alors évidemment, en tant que juriste, la question de l'engagement, et ça a été encore dit ce matin, vous êtes fonctionnaire, vous signez un contrat, hein, vous êtes engagé. Juridiquement, c'est un sens très précis, l'engagement. Vous avez un engagement en tant que citoyen, l'engagement de respecter un ordre public. Ça, c'est votre casquette de citoyen. Est-ce que cette casquette de citoyen, elle est toujours compatible avec votre fonction de chercheur? Et là, le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des fois des incompatibilités, cette fameuse schizophrénie, mais ce n'est pas forcément entre le chercheur abstinent et le chercheur militant. C'est entre être citoyen, responsable, et chercheur qui est confronté aux faits. Et c'est ça qui est extrêmement difficile aujourd'hui, c'est qu'on a
et c'est normal, plusieurs casquettes. Et ces tiraillements, on les a entre ces différents niveaux de responsabilité, au sens moral, au sens juridique aussi, hein, en tant que citoyen, et en tant que chercheur. On a aussi des responsabilités d'informer, de diffuser dans un contexte qui est extrêmement évolutif, de plus en plus, on va dire, critique, parce qu'il y a aussi les enjeux auxquels nous faisons face dans nos sociétés, les fameux enjeux. Alors, Olivier Hamon parlait de multicrise et de rupture. Ah, j'étais impressionnée qu'il parle de rupture, alors que dans nos politiques publiques, on parle tout le temps de transition. Transition, donc on passe d'un état à un autre, et les sciences sont supposées nous aider à accomplir cette transition, mais justement, est-ce que déjà la question de la transition, c'est une bonne question? Et ça, c'est la recherche qui la pose. Donc, effectivement, chacun son rôle, tout en ayant en considération que chacun de nous a différentes casquettes en permanence. Et c'est malheureusement de plus en plus difficile, face à ces crises, d'assumer à différentes échelles de temps et de parcours ces différentes casquettes. Et la question de faut-il sauver la recherche, c'était une question qui va nous être évidemment posée par nos intervenants, et on ne leur demande pas des solutions, mais on nous demande peut-être que leur réflexion nous amène à nous éclairer, pour le coup, sur peut-être déjà mieux vivre certaines contradictions qui sont inhérentes. En tant que juriste de l'environnement, je suis beaucoup frappée par ce qu'on appelle par les chercheurs et l'éco-anxiété, et puis dans des milieux associatifs aussi, des associations qui sont confrontées à des crises, à des positionnements et des pressions qui sont beaucoup exercées. Et je trouve qu'aussi la dimension psychologique de tout ce qui est vécu ne doit pas être complètement ignorée dans ces multiples casquettes. Ce n'est pas que des contradictions au sens de nos positionnements de citoyens, de nos positionnements en tant que chercheurs et enseignants. Lourde charge, ça aussi, l'enseignement. Et le lien entre les deux n'est pas toujours facile. Alors, est-ce qu'il faut revoir complètement le statut de la recherche? Est-ce que, par exemple, il faut arrêter des recherches qui sont extrêmement impactantes sur l'environnement? Vous avez vu que dernièrement, il y a un chercheur qui a été licencié en Allemagne parce qu'il a refusé de prendre l'avion pour revenir de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parce que ce n'était pas conforme à son engagement, et c'était au départ soutenu par son institution, parce qu'il s'était engagé en anthropologie sociale, il s'était engagé à ne pas prendre l'avion, et puis entre-temps, on lui a dit « mais il y a eu des problèmes, ça fait trop longtemps que vous êtes parti ». Donc, bon. Donc, il y a des façons d'illustrer, finalement, est-ce qu'il faut continuer à faire de la recherche dans les pôles, parce que c'est impactant? Est-ce qu'il y a certaines questions qu'il faut suivre parce qu'on nous dit d'aborder certains thèmes, ou est-ce qu'il faut considérer qu'on a certains domaines de recherche qui sont, entre guillemets, dangereux pour la société? On m'a envoyé dernièrement dans une classe de 4e, et un élève de 4e me posait la question, il m'a dit « mais est-ce que vous avez le droit de nous donner toutes les informations ?» Je trouvais que c'était une question extrêmement intéressante sur ce positionnement. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais passer la parole donc à notre première intervenante. Notre première intervenante, qui est donc Bernadette Bensaud de Vincent, qui est professeure de philosophie des sciences, qui s'est intéressée à beaucoup de domaines, en histoire des sciences aussi, et qui va nous donner son éclairage sur le sujet. Merci. Bien, merci beaucoup, et merci aux organisateurs d'avoir choisi ce sujet et choisi d'ouvrir ces congrès, et sur un sujet qui est très chaud, c'est bon. Et bon, je vais essayer de réagir à la question qui nous a été posée, faut-il arrêter la recherche? Je crois que dans le contexte actuel,
Il faudrait mieux se demander, faut-il sauver la recherche? Et je dirais, en réponse très rapide, oui, mais pas à n'importe quel prix. Bien sûr qu'il faut sauver la recherche, mais certainement pas la recherche du chercheur abstinent là qu'évoquait Olivier Tinland tout à l'heure, c'est-à-dire cette recherche qui se targue de faits bruts et têtus à opposer aux discours idéologiques ou partisans. Il faut, oui, mais faire le deuil de la neutralité. C'est la condition si on veut sauver la recherche. Là, je serai assez ferme là-dessus. Cette idée de neutralité, elle est bien entendu chère aux scientifiques. Et pourquoi? Et c'est dur d'y renoncer. Hein. C'est dur d'y renoncer. Pourquoi? Parce que c'est cette image qui est la cause de la confiance que les citoyens font à la science. Car, il faut le dire, les citoyens ont confiance dans la science, mais dans une vision complètement idéale de la science, complètement coupée des réalités, c'est-à-dire une science au-dessus des partis, d'une science qui est non partisane, qui évolue dans des hautes sphères, qui est une vue de nulle part. Voilà. Et donc, cette vue de nulle part, je voudrais à cet égard ajouter une note de bas de page, c'est bien, les chercheurs en adorent les notes de bas de page, à ce qu'a dit Olivier Tinland tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a une histoire, cette image. Elle a une histoire, c'est une représentation de la science qui s'est imposée dans l'imaginaire assez récemment, au début du XXe siècle. Auparavant, la science, au siècle des Lumières, elle était bonne. Elle était bonne, de toute façon la connaissance est bonne, et la science est utile au bien public. Mais dans le contexte de la guerre mondiale, c'est quand les chercheurs se sont engagés pour faire des gaz qui empoisonnent, et après des bombes, eh bien, la position de retrait que Max Weber a promue, c'est il vaut mieux rester sur une position de retrait et jouer la neutralité. Mais c'est une position tactique. Personne n'est dupe. Après la Deuxième Guerre mondiale, après le projet Manhattan, quand on a reconstruit toute la science occidentale et soviétique aussi d'ailleurs sur des bases militaires et dans ce qu'on appelait à l'époque le complexe militaro-industriel, on a promu la neutralité comme un dogme, alors que c'est du déni de réalité. C'est du déni de réalité, et si on est scientifique, on ne peut pas continuer à dénier la réalité. Oui, la science est soumise, regardons la science telle qu'elle se fait, la recherche est soumise à des politiques de recherche, je n'y reviens pas, ça a été dit, elle coûte cher, elle se fait dans des institutions, elle coûte de l'argent, et cet argent, il vient soit du public, soit du privé, il obéit à des choix de valeurs, politiques. Aujourd'hui, c'est plutôt la compétition économique que les choix militaires, et encore. Mais elle est tout sauf neutre. Donc, faut-il sauver la recherche? Certainement, oui, mais à condition de changer de l'intérieur et de l'extérieur aussi, je pense, de changer et trois choses, je dirais. D'abord, l'imaginaire de la recherche. L'imaginaire de la recherche, de l'imaginaire d'une science neutre, l'imaginaire de la prochaine frontière, qui est l'imaginaire, vous savez, il faut aller toujours plus loin à explorer. Alors aujourd'hui, il faudrait explorer les fonds marins, explorer l'espace, et voilà, on y va, et mettez des fonds là-dessus, les capital ventures y vont. Et l'imaginaire aussi de la science pourvoyeuse de solutions. Il est temps de substituer à cet imaginaire que la science produit certes des solutions, mais qui sont chaque fois des sources de nouveaux problèmes. Et que ces nouveaux problèmes, c'est à toute la société de les prendre en charge. Donc ça, c'est une première chose, changer les politiques de recherche. Et pour changer les politiques de recherche, eh bien, il faudrait peut-être ouvrir les choix politiques de recherche à des panels de citoyens,
à avoir une gestion plus démocratique, me semble-t-il, des politiques et des orientations de recherche. Changer enfin les pratiques de recherche. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui, on l'a évoqué, on va encore l'évoquer, sont en rébellion contre leur institution. Pourquoi? Parce que leur institution entérine des choix de pratiques qui se sont imposés dans la compétition, parce qu'on est dans une science compétitive, et pour être financé, pour être chercheur, eh bien, il faut promettre. Donc cette économie des promesses, elle est redoutable, elle sape tout, elle est complètement aberrante. Et cette économie des promesses, elle fait qu'on a aujourd'hui un ethos, moi je travaille beaucoup dans les comités d'éthique, on a un ethos de la recherche qui est un ethos du chercheur-entrepreneur. Le plus valorisé, c'est celui qui lève le plus de fonds, du privé et du public, et donc qui épouse, qui adhère aux valeurs de bailleurs de fonds. Voilà, il faut bien le dire. Et donc, c'est à ce niveau-là, je pense, au niveau des pratiques de recherche, c'est-à-dire les choix aussi des méthodes de recherche, plus on va vers des recherches coûteuses en plateforme technique instrumentale, qu'il faut renouveler tous les 10 ans pour rester compétitif, etc. C'est un choix qui a été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus, sur cette recherche instrument-driven, comme on dit en bon latin, c'est-à-dire où on n'est compétitif que si on est à la hauteur avec des instruments. Une recherche de plus en plus poussée maintenant par l'intelligence artificielle, et donc qui sont des recherches à la fois coûteuses en argent, environnementalement aussi, et qui en plus barrent la route aux recherches menées par les pays du Sud parce qu'eux n'ont pas les moyens. Voilà. Donc oui, il faut sauver la recherche à condition de la changer du dedans et du dehors. Merci. Merci infiniment. Alors évidemment, ça pose carrément aussi la question, qu'est-ce que la recherche et qu'est-ce que faire de la recherche dans le contexte dans lequel nous sommes? Alors cette profondeur d'approche, on va la retrouver sous un autre angle avec notre deuxième intervenant. Alors notre deuxième intervenant, Michael Zemmour, qui est enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et associé à Sciences Po Paris, et qui lui a travaillé notamment sur le système de protection sociale et bien d'autres domaines, et qui va donc nous donner également son point de vue sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation. Je suis déjà ravi d'avoir pu participer, d'écouter ce que j'entends depuis ce matin. Donc, via l'intermédiaire d'Agnès Labrousse, on m'a invité à cette table ronde. Faut-il arrêter la recherche? J'ai failli mal le prendre. Pourquoi moi? Et puis, je me suis dit aussi que il s'en chargeait bien tout seul d'arrêter la recherche. Mais du coup, j'ai compris qu'on m'adressait cette question, un petit peu comme Claire Mathieu me le disait ce matin, en disant oui, c'est un bon exemple, tu es intervenu sur la question des retraites, on voit bien que ça ne marche pas. Faut-il arrêter la recherche puisque personne n'écoute? Voilà. Et donc, ici, je vais vous faire un retour réflexif d'un enseignant-chercheur en économie sur cette question-là, avec comme porte d'entrée, si personne n'écoute, est-ce que la recherche est bien utile? Sous-entendu, les politiques publiques ne sont pas en lien direct avec les résultats de la recherche. Moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque je travaille depuis 10 ans à Sciences Po dans un laboratoire qui étudie, grosso modo, les crédits d'impôt, les dépenses fiscales, les exonérations de cotisations sociales. Vous connaissez le crédit d'impôt recherche. Quand j'ai fini ma thèse en 2009, on était à 25 milliards d'exonérations de cotisations sur les bas salaires. Le consensus scientifique était déjà qu'on avait été trop loin pour ce que ça rapporte. Aujourd'hui, on est à 80-90 milliards. Je ne pouvais pas imaginer à l'époque que ça serait multiplié par 2 puis par 3. C'est un bon exemple du fait que les politiques publiques ne sont pas dans l'attente d'un résultat, même plutôt consensuel, pour se faire. Donc, pas trop de doutes de ce côté-là. Mais
pour les chercheuses et chercheurs en sciences sociales et pour les économistes, ça ne m'étonne pas vraiment. En fait, la vocation de la recherche, ce n'est pas d'avoir un téléphone rouge vers le pouvoir en ligne directe. Et quand ça se passe pas toujours bien. Bien sûr, ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a pas de lien entre politique et économique. En fait, qui joue le rôle davantage de conseiller technique, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce n'est pas la recherche qui informe la politique. Le modèle du despote éclairé n'est pas un modèle démocratique. Pour autant, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur moi. Est-ce que je suis chercheur engagé ou pas? C'est pas comme ça que je me perçois, mais j'ai évidemment un engagement en tant que chercheur. Je suis intervenu dans le débat public au moment de différentes réformes des retraites, avec une analyse critique. Par rapport aux grilles de lecture qui ont été données ce matin, moi je me perçois comme un chercheur qui critique, c'est-à-dire qu'il y a une perspective dont les questions sont politiques, le choix des questions est politique, qui cherche à structurer une compréhension du monde, mais qui est neutre par ses méthodes. C'est peut-être du Max Weber pour les nuls, en tout cas c'est comme ça que je me le suis approprié par rapport à ce que j'ai eu en cours, et je vous explique rapidement. Le choix des questions, il est politique parce que, par exemple, dans les quelques travaux de recherche que j'ai menés, je ne me suis pas focalisé sur la question. Hop, pardon. Donc le choix des questions est politique. Pour aller vite, un des travaux que j'ai mené, c'est que va-t-il arriver aux gens si vous décalez l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, à tous les gens, y compris les personnes qui ne sont pas en emploi à 60 ans. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'elles vont retrouver un emploi plus tard? La réponse est assez évidente, mais j'ai mis en œuvre les méthodes de la recherche pour répondre à cette question. Et ça, le choix de cette question-là est politique, puisque si on cherche uniquement à se demander qu'est-ce qui fait des économies, sans se demander quelles vont être les conséquences économiques et sociales de telle ou telle réforme, eh ben, y a des phares, des lumières qu'on ne va pas poser. Donc le choix de mes questions est politique. Par contre, quand j'interviens dans le débat public, j'essaye de parler avec méthode, c'est-à-dire de produire des énoncés qui ne sont pas absolument vrais, mais dont on sait d'où ils viennent, avec quelle méthode ils ont été faits, sur quelles données ils s'appuient. Et dans mon cas, j'avais de la chance, ce n'étaient pas des énoncés très controversés. Il n'y a pas de grande discussion entre les économistes pour savoir si on aura des effets très différents si on fait la réforme des retraites. En fait, les effets sont assez bien documentés, les débats derrière sont politiques. Compte tenu de ce qu'on sait, faut-il la faire ou ne faut-il pas la faire en fonction de ses préférences politiques? Mais par contre, le fait d'intervenir sur cette question-là, c'était aussi politique parce que la manière dont les politiques étaient entrés dans le débat public ne rendait pas justice à l'état des connaissances sur le sujet. On avait construit un récit, c'est le droit des politiques de le faire, de dire si on ne fait pas cette réforme, ça sera la catastrophe. Les deux points étaient faux. Il n'y avait pas forcément cette réforme, on pouvait en faire d'autres, et la conséquence de ne pas la faire n'était pas catastrophique, et ça on le savait. Du coup, il y avait un rôle à dire, dans un rapport à la vérité, l'état des connaissances ne vous permet pas de poser cette controverse de cette manière-là. Donc c'est comme ça que j'ai compris la chose. Donc le choix des questions, parler avec méthode, penser contre soi-même évidemment, c'est-à-dire essayer d'éviter, on n'y arrive jamais complètement, la mauvaise foi, c'est-à-dire si on parle d'un élément, essayer de déplier tous les effets possibles qui ont été mentionnés et de les avoir en tête. Sans doute pas penser que sa propre parole résume l'étendue du sujet. Le pluralisme est aussi important pour construire des controverses, mais en tout cas, l'analyse critique, pour moi, je ne me suis jamais dit, en intervenant dans le débat public, la réforme n'aura pas lieu. Ça, je savais que ça résulte d'un processus politique, les syndicats, les partis, le Parlement, le pouvoir. Par contre, je me suis dit, on ne pourra pas faire... On ne pourra pas, d'une part, faire la réforme pour des raisons politiques et d'autre part, faire croire aux gens qu'ils déraisonnent s'ils y sont opposés. Voilà. Et donc cet objectif était plutôt dans un rapport à la vérité, à la compréhension de ce qui nous arrive, plutôt que d'être entendu par le pouvoir. J'avance un peu rapidement. Est-ce que ça veut dire que la recherche ne produit jamais d'effets? Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle produit des effets.
En économie, on a quelques exemples, ou en sciences sociales. Je pense que la manière qu'on a aujourd'hui d'aborder les inégalités de genre est structurée et informée par les recherches féministes ou en gender studies, en sociologie, en économie notamment. Je pense que les inégalités économiques, par exemple les travaux de Thomas Piketty bien sûr, mais de Gabriel Zucman sur l'évasion fiscale, ont structuré de manière informée des controverses. Aujourd'hui, la question de l'évasion fiscale des multinationales est un problème politique qui est né en partie dans les laboratoires. Donc ça y contribue. Mais la question qu'il nous faudra aborder, et là c'est plutôt la science politique qui pourrait nous le dire, c'est une théorie du changement social. Comment est-ce que de la société et de la recherche qui s'interpénètrent, des questions se structurent et vont derrière nourrir les partis politiques pour ensuite amener à du changement social. Mais encore une fois, ce n'est pas la théorie du téléphone rouge entre la chercheuse ou le chercheur et le pouvoir politique qui se déclenche. Alors, un dernier mot, parce que je n'ai pas complètement la montre dans la tête, mais j'arrive à la fin. Dans Faut-il arrêter la recherche, j'ai aussi entendu quand même, avec tout ce qui se passe, est-ce que tout ça a bien du sens de continuer à chercher sur nos objets? Alors, d'abord, le choix des objets est évidemment politique, je l'ai dit. Donc, il faut être conséquent dans le choix des objets, et ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin. Je pense que dans une période de montée autoritaire, d'extrême droitisation, de fascisation, si on a les États-Unis sous les yeux, mais on a aussi des symptômes, y compris dans notre pays, de choses qui y ressemblent, même si elles ne sont pas au même degré. Cette question, elle résonne d'autant plus. Mon point de vue, qui n'est qu'un point de vue, c'est que la recherche elle-même, ce n'est pas un outil suffisant pour arrêter un processus politique de cet ordre, et les processus historiques et politiques doivent avoir des réponses historiques et politiques. Par contre, je pense que, comme les journalistes, peut-être, on a une fonction de lutter contre un phénomène flagrant et qui va avec le fascisme, qui est la désorientation. Le fait de perdre ses points de repère, le fait de ne plus raisonner, de prendre pour fonder des controverses qui ne le sont pas. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, la recherche, elle doit entretenir la flamme de continuer à raisonner, à s'appuyer sur des faits, sur des analyses. Si on emploie le terme de submersion migratoire, ben, on peut recadrer le débat en disant à aucun moment on peut poser la question dans ces termes-là, compte tenu de l'état des connaissances sociales. Voilà comment on peut poser la question. Documenter aussi, ne pas s'habituer. Il y a des choses qui ne paraissent pas normales, qui ne l'étaient pas. Il y a 1 an et demi, je suis intervenu avec des chercheuses et des chercheurs sur des politiques qui visaient à exclure des personnes d'origine étrangère ou étrangère de certaines prestations sociales, et on a rappelé que c'était absolument pas normal dans notre cadre juridique. Depuis 1945, on a expliqué pourquoi. Et pourtant, aujourd'hui, on s'y habitue. Donc je pense que la recherche a un rôle pour lutter contre la désorientation. Un mot de conclusion, il y a des conditions de possibilité à ça. Il y en a plein d'autres, mais j'en citerai 2. La première, dans ce qui me concerne, c'est la statistique publique. Un outil qui nous permet de faire ce qu'on fait, c'est des organismes de statistiques publiques indépendants et extrêmement performants. L'INSEE, l'adresse, la DARES notamment, mais sans ça, la lumière s'éteint, vraiment. C'est beaucoup plus difficile, et ça m'inquiète particulièrement dans le cas des États-Unis. Deuxième aspect, les conditions institutionnelles dans lesquelles on fait la recherche sont déterminantes. Beaucoup de journalistes étaient étonnés pendant la réforme des retraites. Ils disaient, mais vous pouvez dire tout ce que vous dites? Je ne disais rien de très controversé. Mais je pouvais le dire parce que j'étais fonctionnaire, parce que je n'avais pas particulièrement d'enjeu de carrière, je n'étais pas financé sur contrat. J'avais la bienveillance de mes pairs tant que je parlais avec méthode, mais j'avais une parole libre. Il y avait des gens qui connaissaient beaucoup mieux le sujet que moi, mais qui étaient dans l'administration, dont la parole n'était pas libre. Il y avait des journalistes, mais ils n'avaient pas le temps de faire le travail que je faisais. Et donc cette liberté de la recherche, c'était vraiment une condition déterminante. Si je n'avais pas été en poste fonctionnaire, je n'aurais pas pu non plus pour plein d'autres raisons. Ou en tout cas à un prix beaucoup plus élevé. Voilà un petit peu ma réponse à votre sujet de colle. Merci beaucoup. Alors évidemment, après, qu'est-ce que la recherche? Alors comment et dans quelles conditions on peut faire de la recherche, et dans quelle mesure cette recherche doit ou pas conduire à des transformations sociales, hein. C'est pas automatique, c'est pas loin de là. Chacun son rôle, et
ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a la recherche et puis il y a le chercheur, parce que n'oublions pas quand même, et la chercheuse. Merci. Et la chercheuse. Et la chercheuse, vous voyez, même moi, je suis conditionnée. Et la chercheuse, c'est-à-dire que là, en fait, c'était un peu incarné devant moi par le propos de Michael, tout ce qui est porté quand même. Parce que quand il explique, voilà, les journalistes n'ont pas le temps, puis c'est pas leur job, hein, ils ne font pas de la recherche. Les politiques, ils ont un autre boulot à faire. Il prend position, il peut aussi. Les chercheurs, a priori, et les chercheuses ne sont pas obligés de partager leurs travaux et leurs analyses dans les politiques publiques. Il faut quand même aussi le rappeler. Donc là, il y a aussi des efforts et des choix d'efforts qui sont portés par les chercheurs et les chercheurs. Et moi, autour de moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tant qu'enseignante chercheuse, il y a de moins en moins de collègues qui veulent le faire. Qui veulent prendre la parole dans les espaces publics. Et puis une autre chose qui m'a beaucoup frappée aussi, et ça pour avoir été beaucoup dans des institutions entre guillemets officielles, c'est que sur des sujets extrêmement techniques, alors en droit de l'environnement c'est tout le temps, les pollutions chimiques, la déforestation, changement climatique, les juristes, c'est pas eux qui savent les conséquences sur les populations de tout ça. Donc c'est les autres sciences qui donnent ces informations, qui sont ensuite traduites dans des thèses, qui doivent guider les politiques publiques et nous d'ailleurs aussi accessoirement nos comportements. Et moi j'ai pu vraiment observer qu'il y a, on va dire, certains organismes plutôt ingénieurs, etc., qui sont en prise directe avec certaines de prise de décision. Donc parfois ce téléphone rouge, c'est pas un téléphone rouge, mais il y a quand même, selon les disciplines et selon les thématiques, des rapprochements très forts. Il y a des textes qui peuvent être rédigés un petit peu sous certains guidages. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que la recherche? Comment être chercheur? Comment participer au moins à l'éclairage dans l'action publique? C'est un peu ce qui vient de nous être donné ici, avec méthode et avec des conditions qui le permettent. Et c'est aussi sur ces conditions-là, alors pour le coup, qu'il faudra lutter pour les conserver. Alors je vais passer la parole maintenant à Claire Mathieu pour un autre éclairage, qui est directrice de recherche en informatique au CNRS, spécialiste des algorithmes, c'est bien ça, qui va nous donner donc une autre vision de ce fameux sujet, faut-il arrêter la recherche? Merci. Merci pour votre invitation. Pourquoi est-ce qu'on m'a invité ici? Probablement parce que de 2017 à 2019, j'étais chargée de mission un jour par semaine au ministère pour aider à la mise en place de Parcoursup. Et donc alors j'ai préparé un exposé, puis un autre quand j'ai entendu l'exposé tout à l'heure, et puis bon, finalement, je crois que je vais vous parler de mon expérience avec Parcoursup. Donc, je fais des algorithmes. Donc, ça veut dire qu'on se pose des problèmes, on essaie de construire, trouver la bonne méthode pour résoudre de manière efficace. On analyse la qualité de la méthode qu'on propose, de l'algorithme. On démontre des théorèmes et on publie un article avec ces résultats. Donc, c'est focalisé sur comment on résout des problèmes. C'est vraiment ça le prisme de l'algorithmicien. On ne se demande pas pourquoi, on se demande comment. Donc je dirais, au départ, quand on choisit le problème, on se demande pourquoi, mais après, 99% du temps qu'on passe en recherche, c'est comment faire pour résoudre. Et donc, l'essentiel de mon travail, c'est de la recherche fondamentale, c'est théorique, et mon travail n'a pas d'impact visible, normalement. Alors tout à l'heure, la présidente de l'université Paul Valéry, je crois, elle a posé la question sur le latin. Elle a dit pourquoi faire de la recherche en latin? Parce que, à quoi ça sert, lui dit-on? C'est une question qu'en informatique, on ne me pose jamais. Jamais. Malheureusement, l'image de l'informatique a changé au fil de ma carrière. Au début, dans les années 90, il y avait l'algorithme PageRank qui a été inventé, qui a permis de développer les moteurs de recherche. Et là, c'était vraiment
L'informatique comme outil pour ouvrir la société, pour communiquer, pour partager l'information de façon universelle. Impact merveilleux, très positif. Et puis maintenant, dernièrement, l'informatique, c'est quoi? C'est ce qui permet de créer une société de surveillance et de propager des fausses informations. D'un seul coup, l'impact, il est toujours là, mais d'un seul coup, il est devenu négatif. Donc finalement, être théoricienne, c'est peut-être pas si mal. Alors, Parcoursup. Donc ça, c'était le contexte. Donc 2017, je suis arrivée vers octobre-novembre dans l'équipe du ministère. Il y avait déjà quelques choix qui avaient été faits. L'un des choix, c'était d'utiliser l'algorithme de Gale-Shapley, c'est quasiment acté, de faire la non-hiérarchisation des vœux. Et ma contribution a été de réfléchir à comment mettre en place un quota de boursiers, un quota d'étudiants locaux, comment faire l'affectation des places en internat d'une manière compatible avec le reste, publication de l'algorithme, donc on a rédigé un petit document là-dessus, estimer le temps de convergence, parce qu'à partir du moment où il n'y avait pas de hiérarchisation, il y avait un problème de complexité en temps, combien de temps il fallait pour que l'algorithme se termine. Donc voilà tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé, avec un très grand intérêt. Ça a été une expérience passionnante. J'ai découvert toutes sortes de facettes du problème qui débordaient largement les questions algorithmiques. Bien. Alors, pourquoi le ministère a-t-il créé Parcoursup? Eh bien, d'une part, il y avait le problème de la gestion de la croissance démographique. De plus en plus d'étudiants qui allaient arriver à l'université. D'autre part, il y avait des licences en tension où il y avait des choix qui étaient faits au hasard. Avec la croissance démographique, il allait y en avoir de plus en plus, et ça avait été déclaré illégal. Bon, voilà. Donc moi, j'entends ça, j'accepte. Et puis, petit à petit, au fil des années, j'ai découvert que c'était possible de prendre un petit peu plus de recul. Par exemple, croissance démographique. Bon, croissance démographique, donc il faut mieux remplir les formations plus efficacement. Donc il faut appliquer cet algorithme de façon la plus optimisée possible. Donc ça, c'est mon expertise. Bon, d'accord. Il y aurait une autre solution. Plus d'étudiants, plus d'argent. Mais ça m'est pas venu à l'esprit. Bon. Donc voilà, je pense que ça, au fil des années, petit à petit, ma perspective s'est élargie. Et je me dis qu'en fait, il y a une question de culture qui peut vraiment permettre de mieux informer ses choix. Bon, ça m'est arrivé de poser des questions. Une fois, j'avais dit... les classes prépa, la convergence, c'est pas évident. Ce serait plus facile si, au lieu d'avoir le maximum d'étudiants dans les classes, d'élèves, 48, si on mettait par exemple 46, ça donnerait un petit peu de mou, ce serait beaucoup plus facile de gérer les désistements, etc. Et on m'a dit, ah ben non, on ne peut pas se le permettre, parce que ça coûterait trop d'argent. Je réponds, ok. Bon, donc là, j'étais vraiment... exécutante, conseiller technique. Donc, dans mon domaine d'expertise, j'essaie de répondre aux questions. En dehors, j'accepte les réponses qu'on me donne. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, je pense que ça reflète vraiment, je dirais que c'est presque une déformation professionnelle. C'est comment faire pour résoudre le problème qu'on me pose. Bon, donc ça c'est un petit peu mon bilan. Donc, bon, d'un autre côté, vu l'état du budget actuellement, de dire qu'on ne peut pas donner beaucoup plus d'argent, enfin augmenter beaucoup les capacités des universités, ça peut peut-être se défendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de me rendre compte que je ne m'étais pas posé la question. Hein, voilà. Alors, sur l'avenir. Donc, il y a un sujet que je connais un petit peu quand même, c'est Parcoursup. Si vous voulez, je peux vous expliquer les algorithmes. Bon. Mais il y a une question qui m'intéresse en ce moment, c'est que vous savez que Elon Musk et les ingénieurs autour de lui occupent les bureaux aux États-Unis du bâtiment en charge de distribuer tout l'argent fédéral américain à tout le monde partout.
Donc, et on ne sait pas trop ce qu'ils en font en ce moment. Alors Parcoursup, c'est tellement bien que les formations n'aient pas besoin de s'occuper de recevoir les dossiers, etc. Elles peuvent juste recevoir les candidatures de la plateforme, faire leur classement et renvoyer le classement à la plateforme, et après la plateforme s'occupe du reste. Ça veut dire qu'il y a un lieu où se fait l'affectation, c'est la plateforme Parcoursup. Maintenant, imaginez que quelqu'un du genre d'Elon Musk prenne le contrôle de cette plateforme. Imaginez que, par exemple, ils disent quota de boursiers. Alors, je prends le bout de code où il y a des quotas de boursiers et je vais remplacer boursier par né en France. Et je vais remplacer le pourcentage, je ne sais pas quoi, par 95%. D'un seul coup, dans toutes les formations de France, toutes les formations qui sont sur Parcoursup, presque toutes les propositions seront faites à des étudiants nés en France. Donc, la structure de la plateforme soulève ce nouveau danger. Et donc, quand on pense à ça, ça pose des nouvelles questions algorithmiques. Des nouvelles questions algorithmiques, comment peut-on faire pour résister à ce type d'attaque possible du système? Il y a quelques années, on a essayé de faire centraliser parce que ça ne venait pas à l'esprit. Maintenant qu'on peut imaginer ce genre de danger, est-ce qu'on peut concevoir une façon de modifier la plateforme, le fonctionnement, de façon qu'il soit impossible à quelques individus placés dans un point névralgique de contrôler toutes les affectations de tous les étudiants en France? Donc, en conclusion, je voudrais faire écho à ce qu'a dit Michael tout à l'heure sur le choix des questions. C'est-à-dire que quand on répond à des questions, on applique la méthode scientifique. On utilise les connaissances qu'on a au mieux, on essaie de faire au mieux. Et puis de l'expliquer, de convaincre les collègues, etc. Mais comment est-ce qu'on choisit les questions auxquelles on répond? Ce choix des questions, il peut être fait de manière engagée. Et ça, c'est tout à fait compatible avec le fait d'être un scientifique, d'être un bon chercheur. Donc c'est vraiment le choix des questions qui, pour moi, est déterminant. Voilà. Alors, pour avoir le choix des questions, il faut peut-être avoir des valeurs et peut-être une liberté aussi de continuer à se poser ces questions, ce qui n'est pas toujours... Et une culture. Une culture, absolument. Qui sont un peu les ferments de la capacité aussi à se poser certaines questions et avoir l'espace et les possibilités de continuer à le faire. Ce qui m'a, bon, évidemment, là on est dans les sciences et techniques, l'informatique, et la puissance des instruments dont vous disposez. Et ce qui est impressionnant, de mon point de vue en tout cas, c'est que vous êtes l'instrument de la politique, là. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste d'algorithme, vous avez commande de faire ça. On vous demande et vos capacités sont mises au service d'une décision politique. Je me suis portée volontaire parce que ça m'intéressait de faire pour une fois quelque chose qui servirait à quelque chose. Oui. Et ça a dépassé vos espérances de toute évidence. Ah, je suis contente de ce que j'ai fait. Bon. Et ça vous a aussi amené à vous repositionner dans votre propre discipline aussi. Et... Disons que je travaille sur des problèmes un peu différents maintenant. Comme, par exemple? Comme le redécoupage de circonscriptions électorales. Ah Voilà qui est intéressant. Vous n'êtes pas complètement l'instrument du pouvoir, alors. Donc voilà, avec nos intervenantes et intervenants, des regards croisés qui sont extrêmement intéressants. Et l'objectif, alors je vais me permettre de vous poser une question à tous les trois et après je passerai évidemment la parole à la salle. Mais puisque nos objectifs, c'est de nous éclairer, peut-être nous donner des orientations. J'aime beaucoup la notion d'imaginaire
Parce que finalement, c'est en ouvrant ces imaginaires et en gardant cette capacité d'ouverture qu'on peut garder peut-être des trajectoires ou repenser certains positionnements ou peut-être repenser même nos domaines de recherche. J'aimerais vous poser aux unes et aux uns, et à l'un, quel imaginaire vous projetez? Comment vous voyez la position des chercheuses et chercheurs dans vos domaines, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est ouverture. Ouverture, déjà, et ouverture, quand j'entends ouverture, c'est, attention, c'est pas aller diffuser ses connaissances, faire de la vulgarisation, comme on disait autrefois. C'est vraiment échanger de manière à pouvoir discuter pour poser ces questions de recherche. Et là, je pense que si on veut parler encore de la liberté de la recherche, ce qui est apparemment quelque chose d'une valeur à garder, que cette liberté, elle devienne responsable en se mettant à l'écoute de la société. Puisque officiellement, il faut quand même le dire, on est depuis l'agenda de Lisbonne en 2000, on est dans un schéma où normalement c'est Science for Society, for the people, blablabla. En fait, vous connaissez tous ces buzzwords qu'il y a. Et simplement, elle n'est pas à l'écoute de la société. Elle est à l'écoute de quelques valeurs comme la puissance économique, la compétition, des choses comme ça. Donc, pour moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est dialogue avec la société dans la manière de poser les questions de recherche. Et j'aime beaucoup, beaucoup votre intervention à tous les deux. Le problème, il n'est pas... Et c'est le problème majeur dont on parlera cet après-midi dans l'expertise. Les experts sont convoqués pour trouver des solutions et ils ont rarement la possibilité de contribuer à la manière de formuler les problèmes. Et si on a des exemples, peut-être en aura-t-on cet après-midi avec le GIEC, dans quelle mesure au sein du GIEC on a pu reformuler la question. Ça serait intéressant qu'on en parle. Et dans quelle mesure les agences d'expertise peuvent-elles reformuler les problèmes? Merci. Moi, j'aime beaucoup aussi la question de l'imaginaire. C'est, à mon avis, très important. Et ça explique parfois des angles économiques ou d'autres. La question de comment on se représente, c'est un genre en soi en économie. Donc, il y en a qui plaident pour les économistes ingénieurs, d'autres médecins, d'autres plombiers. Dans ma tradition en sciences sociales, c'est plutôt une tradition critique. Et donc, c'est plutôt de chercher à se donner des explications et des compréhensions de comment fonctionne le monde social. Donc, globalement, comprendre ce qui nous arrive, un peu comme la sociologie ou l'histoire. Et je rajouterais, dans les débats publics, puisque je travaille beaucoup sur les politiques publiques, ne pas se payer de mots. Qu'on soit de droite ou de gauche, c'est facile de se laisser entraîner par son propre discours. Et donc, dans cette compréhension du monde social, dire, oui, je sais pas, la retraite à 50 ans peut-être, mais voilà les objections. Voilà. C'est les deux, comprendre et puis ne pas se payer de mots, penser contre soi-même, ça a été dit ce matin. Oui, moi aussi, j'aime bien l'idée d'imaginaire. Je pense que quand on parle en public, enfin, quand on est une personnalité publique, l'un des problèmes, c'est que souvent on nous pose des questions, on attend de nous plus que ce qu'on sait. Donc on nous pose des questions qui débordent largement de notre expertise, et on attend de nous qu'on dise qu'on ait des opinions sur tout. Et puis, soi-disant, elles auraient une légitimité, juste parce qu'on est scientifique. Mais donc, pour reprendre là-dessus, je pense que là, c'est une difficulté de savoir comment s'ajuster dans ces prises de position publiques. Bien, merci pour ces échanges. Et donc, vous avez la parole dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro ou je transmets ce micro.
Je suis Elisabeth Gnancia, je suis ex-présidente de la Société francophone de santé et environnement et j'ai une formation de médecin, généticienne et épidémiologiste. Bon. Ma question, c'était les savants fous, tout seul, ça n'existe plus. Et donc, vous êtes tous les uns et les autres dans des équipes et je voudrais savoir comment vous avez vécu certaines expériences de contradiction à l'intérieur de vos équipes de recherche. Oui, bonjour, Jérôme Santolini, scientifique en rébellion, ici. Donc on parle beaucoup de moi en ce moment. Donc j'ai deux petites questions parce que sur une clarification de concepts qui ont été utilisés. La première, c'est cette question d'utilité. Il semblerait qu'il soit important d'être utile, mais c'est quoi finalement est-ce qu'on peut être utile si on ne questionne pas la notion d'utilité? Qui décide aujourd'hui de ce qui est utile? Et de la même façon, Michael disait qu'il était important de choisir ses objets de recherche, mais qui est légitime pour choisir ces objets de recherche? Le chercheur, l'État, le citoyen, le savant fou. Voilà, donc si on ne veut pas tourner en rond, en se payant de mots comme utilité, liberté, etc., il faudrait peut-être préciser les contours de ces mots. À commencer par celui de qu'est-ce qui est légitime, hein. C'est une grande question. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On prend une troisième question, ça va? Je pense qu'ils prennent des notes en même temps. Bonjour, 1, 2, oui. François Favier, enseignant-chercheur en STAPS, donc Faculté des sciences du sport. Désolé, ma question va être un petit peu longue. Alors, déjà, première chose, Parcoursup, je suis référent Parcoursup et je voudrais dire que ça fonctionne très bien chez nous, puisqu'on entend beaucoup de choses dessus. On a eu un panel de... Là, chacun parle de son expérience un peu personnelle, c'est ce qu'on connaît le plus. Et on a eu un panel, finalement, de personnes issues de sciences sociales, d'informatique, qui sont des disciplines qui sont assez peu coûteuses en ressources, j'imagine en crédit aussi. À Montpellier, il y a une grosse communauté sciences de la vie. Et je vais prendre l'exemple de la santé humaine. Je pense qu'ici, il y a pas mal de gens qui travaillent sur la santé humaine. Qui consomment énormément de ressources, d'énergie, de financement. Et pour améliorer la santé humaine, en fait, on sait déjà quels sont les deux gros leviers. C'est jouer sur la nutrition, c'est jouer sur la sédentarité, sur l'activité physique. Aidez-moi à répondre à la question, est-ce qu'on doit encore faire de la recherche sur ces domaines-là, ou est-ce qu'on doit mettre en place les solutions qu'on a déjà identifiées depuis plus de 10 ans, plusieurs décennies? Voilà, merci. Question des choix sur les financements de recherche par rapport à cette, entre guillemets, utilité questionnée. Alors, je pense peut-être, Bernadette, et puis Michael et Claire. Bien, merci à tous pour ces questions. Je pense que la dernière question, effectivement, est un des domaines où les choix dans la santé sont le plus politiques. Et c'est là, vraiment, de mon point de vue, qu'il faudrait ouvrir les choix d'investissement, tant au niveau national, européen que régional, à des citoyennes, vraiment en débattre, que ça fasse. Enfin, moi, il me semble que ça devrait couler de source, et c'est important parce que tous les choix d'objets de recherche sont politiques, ça c'est certain. Et l'utilité, bien entendu, que c'est un concept politique. Et si je pouvais traduire, remplacer le mot utilité, je dirais plutôt que ce que je me poserais moi comme question, en tout cas, c'est dans quelle mesure ma recherche peut, non pas être utile, parce que ça, elle peut être très nuisible aussi, hein, mais c'est dans quelle mesure elle peut avoir un effet. Elle peut transformer un peu quelque chose. Dans quelle mesure, alors avant on disait faire avancer le schmilblick, voilà, c'est pas forcément avancer parce que ça donne l'image d'un progrès, mais dans quelle mesure ça peut changer, ça peut faire bouger les choses. Et peut-être un jour faire bifurquer, mais il ne faut pas rêver. Ouais.
Sur la question du collectif, moi j'ai la chance d'être dans une discipline pas chère et donc c'est pas très lourd les collectifs. On se met dans un collectif pour un papier, éventuellement pour un projet de recherche, puis on en change. Donc on a une grande liberté individuelle. Je pense que l'apport principal social de la recherche, c'est pas le papier supplémentaire qu'on va faire, c'est notre revue de littérature et la discussion qu'on a sur un thème qui se cristallise. Et donc c'est là où moi je vois le plus le collectif. C'est vraiment, pour moi c'est la machine à café du labo ou les machines à café. Et c'est ça qui constitue de manière très lente un savoir un peu cristallisé. Et c'est là où pour moi les collectifs sont importants. Peut-être les choix collectifs les plus cruciaux qu'on a à faire en économie, c'est quelles concessions on fait pour publier. Qui peuvent être des concessions politiques, qui peuvent être de gommer ou de présenter un peu différemment un résultat pour le neutraliser un peu et pour que ça soit publié. Mais donc, ce n'est pas des choix collectifs aussi cruciaux que d'autres, y compris lourds en sciences sociales. Qui choisit les objets de recherche ? Aucune expertise sur le sujet. Mon expérience, je suis dans un labo très bien financé et trop financé à Sciences Po, les laboratoires d'excellence, voilà, le financement a changé, mais en gros, qui est trop financé. L'avantage, étant un labo de sciences sociales, c'est qu'une fois qu'il est trop financé, du coup, ça ressemble à de la recherche récurrente, puisque c'est pas financé directement sur un projet, mais c'est sur un champ. Et donc, ça donne une liberté aux chercheuses et aux chercheurs pour s'emparer d'un objet. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'un seul mode de financement, que ça soit par l'État, par le marché, ou de la liberté strictement individuelle par les chercheurs, pose des problèmes, et donc la diversité de la détermination des questions, y compris démocratique, me paraît fondamentale et en danger par les évolutions actuelles, parce que soit l'État, soit des financeurs privés ont un pouvoir trop important, à mon sens, sur la détermination des questions, mais je n'ai pas d'expertise particulière. Et enfin, sur la santé humaine, je pense que ça rejoint la question pour l'économie. Alors, ça se fait déjà, mais actionner les leviers, c'est une question pour la théorie du changement social. Alors, il est tout à fait possible que les sciences sociales et les recherches en santé fassent des recherches conjointes. Elles en font déjà, elles en font beaucoup. Est-ce que pour autant, il faut arrêter la recherche en santé humaine, la recherche exploratoire, la recherche de frontières? Sans doute pas, mais je ne pense pas qu'il faille attendre de ces recherches en santé exploratoires aux frontières des résultats concernant le changement social. Le changement social, éventuellement, on pourra avoir des résultats sur des recherches en comportement de santé, et donc savoir est-ce que dans 10 ans, les comportements auront changé sur des résultats en matière de comportement de santé qu'on a depuis 30 ou 40 ans. Je pense que voilà, il ne faut pas trop attendre de la recherche en termes de changement de comportement directement. Sur la contradiction au sein des équipes, donc nous on fonctionne, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on fonctionne finalement, on collabore à 2-3 sur des sujets qui nous plaisent, donc il n'y a pas tellement cette question de contradiction au sein des équipes. Je dirais que je travaille pas mal avec des étudiants en thèse et je me rappelle de l'un de mes étudiants en thèse qui, je lui posais des questions, il y répondait, d'autres questions de plus en plus difficiles auxquelles il avait des idées pour trouver des solutions. Puis à la fin de sa thèse, un jour il me dit « Ah oui, mais ça c'est pas la bonne question ». Et là je me dis « Ah ça y est, il est prêt à finir sa thèse ». Donc la contradiction, c'est vraiment bon signe. Sur l'utilité de la recherche, ben vous savez, les découvertes révolutionnaires, elles sont inattendues. Et elles sont, pour ainsi dire, impossibles à prévoir. Donc ça, c'est très désagréable pour les gens qui financent, parce qu'on ne peut juste pas dire si quelque chose va vraiment mener à une découverte révolutionnaire ou pas. Donc, comment ils peuvent faire ? Ils sont bien embêtés. Donc, c'est quoi être utile ? Donc, pour ceux qui financent, donc, ils veulent voir un impact après, mais ça, c'est imprévisible. Pour les chercheurs individuels, je pense que pour nous tous qui faisons de la recherche fondamentale, ce qu'on veut, c'est d'abord comprendre.
Et donc, moi, l'informatique, c'est comprendre le calcul. Mais si vous pensez, par exemple, à AlphaFold. Bon, AlphaFold, ça permet de replier les protéines. Ça résout le problème, mais ça ne permet pas de comprendre pourquoi les protéines se replient de la manière dont elles le font. Donc là, il y a un champ d'investigation qui demeure grand ouvert sur comprendre le repliement des protéines. Et donc ça, c'est la recherche fondamentale, et c'est ce qui est utile en ce sens que ça fait avancer l'humanité, notre culture, de plus comprendre, mieux comprendre. Qui décide de ce qui est utile? Alors qui décide? En fait, qui décide de comment déployer de l'argent, combien et à qui? Eh bien, qui devrait décider? Qui devrait décider? Il me semble que les gens qui sont le mieux à même de juger un travail de recherche qui a été fait, c'est la communauté scientifique, c'est les pairs qui évaluent, les comités de programme, les éditeurs, etc. Les gens qui sont les mieux à même d'envisager ce qui pourrait conduire quelque part à être prometteur, c'est le monde de la recherche. Je pense que ce sont les gens qui font de la recherche qui, bon, malgré tout, il y a une certaine inertie, une tendance à aimer ce qu'on connaît, même quand on est chercheur. Mais malgré tout, je crois je ne connais pas mieux que les chercheurs pour essayer d'anticiper sur quelles questions méritent, entre guillemets, valent la peine d'être financées. Mais ça, je dirais que c'est pas, là, j'ai pas de théorème là-dessus. C'est plutôt une opinion. Voilà. Il y avait une autre question? Ah oui, attendez. Sur la sédentarité. Donc un choix politique, en fait, sur est-ce qu'il faut financer la recherche ou est-ce qu'il faut financer les actions, mettre en place des actions maintenant qu'on sait ce qui serait efficace. Je ne sais pas, ça c'est de la politique. Vous savez, moi, je fais des algorithmes. En fait, j'avais une question un petit peu dans cette direction, qui est de savoir quelles sont les recherches qui doivent être conduites, quelles sont celles qui ne doivent pas être conduites et qui doit décider. Et je prends un exemple, il y a une tribune qui est parue très récemment disant « Ah là là, les accélérateurs de particules, c'est quelque chose qui a un coût absolument monstrueux, qui a une empreinte énergétique absolument monstrueuse et qui finalement vont permettre de savoir ce que c'est que le quark et puis qu'est-ce qu'il y a dessous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit être effectivement mis en place ou pas? On avait également récemment sur Montpellier une conférence d'Olivier Bernet, donc qui est astrophysiciste, qui parlait du James Webb, du télescope spatial, en disant on est déjà en train de penser au suivant, qui va coûter 10 fois plus, probablement 10 milliards. Mais en fait, on a plein de données déjà qui ne sont pas exploitées. Donc, est-ce qu'il faut aller vers ces 10 milliards d'investissements ou pas? Et surtout, qui doit décider? Est-ce que la communauté scientifique est capable de décider, chacun étant le nez dans le guidon? Si vous demandez à un astrophysicien, probablement, il va dire « bah oui, il faut aller devant ». Si vous demandez à un physicien des particules, il va dire « mais bien sûr, cet accélérateur, il est formidable ». Donc, est-ce que la communauté scientifique est capable de faire ce genre de choix? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit capable? Alors, il y a une question là-haut et puis une question... Bonjour, Laurence Huick, chercheuse en toxicologie. Moi, j'avais justement pour rebondir sur ta question, et moi, je voulais savoir justement si la communauté scientifique se dissocie des savoirs citoyens. Cela conduit à des aberrations qui, à mon avis, en termes de santé, coûtent très cher à la société. Donc, je voulais savoir votre position par rapport aux savoirs citoyens et comment mieux les engager dans nos recherches, nous, en tant que scientifiques. Il y a une question de monsieur. Juste peut-être une petite... Je passerai aux intervenants, mais peut-être un début de réponse à ce niveau-là. Si vous voulez vous présenter, monsieur. Donc, je suis Gabriel Chardin, je suis le représentant de la Société française de physique, mais je réponds en tant qu'ancien président du comité des très grandes infrastructures de recherche pour répondre à ta question.
Donc, le prix de James Webb est déjà supérieur à 10 milliards d'euros. Le prix de FCC, Future Collision Collider, Circular Collider, pardon, du CERN, oscille entre, disons, 15 et 50 milliards d'euros suivant ces versions. Et il faut décider effectivement de leur successeur. Donc James Webb, c'est déjà fait, c'est déjà dépensé les 10 milliards. Je pense qu'il y a des mécanismes de décision avec à la fois Bercy, le MESR, les acteurs institutionnels comme le CNRS ou les grands organismes qui décident de ça et que c'est relativement bien fait. Après, disons en tout cas, on a eu une enquête de la Cour des comptes et c'est quand même en 2019 et c'est un des rares domaines où il y a eu, disons, un jugement de la Cour des comptes qui disait que c'était relativement bien fait. C'est pas parce que j'y ai participé. Je pense que c'est non, je veux dire, il y a un vrai dialogue pour essayer de comprendre où on met l'argent. Et les questions se posent effectivement par rapport à des domaines. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai oublié votre nom. Ouais. Non, au milieu, oui, monsieur Michael, oui. Que ça, moi, ça coûte rien. Mais non, en fait, regardez que les organismes de recherche comme le CNRS ou les universités, le CNRS, c'est à 83% de son budget d'État qui passe tout de suite dans la masse salariale. Donc, dès qu'il y a la masse salariale, il y a un coût très élevé. C'est un choix et c'est très bien. Le budget du CNRS revient à 74% de masse salariale seulement avec les ressources propres, ANR, ERC, etc. Et les universités, donc c'est généralement pire, sauf les IDEX. Elles sont toutes, malheureusement, dans les 84%. Ça veut dire qu'une fois que vous avez payé l'électricité et le gaz, etc., vous êtes coincé. Donc c'est gérer les infrastructures de recherche et le collectif dans la recherche sur les objets chers, c'est absolument essentiel et je pense que c'est fait. On peut critiquer les choix qui sont faits, mais je pense que c'est fait. Merci. Une question, monsieur ? Oui, bonjour, Simon Fellous, chercheur à INRAE, historiquement en écologie, aujourd'hui en agriculture. C'est un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant ce matin, c'était ce que tu disais, Michael, sur qu'est-ce que c'est que le rôle du chercheur ou de la chercheuse dans la parole publique. C'est-à-dire, d'une part, c'est pas pour le prince, hein, évidemment, c'est plutôt pour, comme quand on a un débat, à chaque fois, en fait, on n'essaie pas de convaincre la personne qu'on a en face de nous, on essaie de convaincre les gens qui sont autour. Et tu disais, en fait, c'est pour recadrer la controverse. Et je me posais la question, est-ce que tu pourrais développer là-dessus, notamment ton retour d'expérience, c'est-à-dire, comme c'est pas là-dessus qu'on est attendu, on n'attend pas de nous, en fait, qu'on reformule les enjeux, les alternatives, et de la façon dont ça a été reçu, accueilli, etc. Si tu peux développer ça, ce serait cool. Alors, il y a plusieurs questions. Bernadette, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question de Patrick, Laurence. Valérie, si elle a un élément de réponse, oui, ça peut peut-être être intéressant pour le débat, parce qu'on est quand même dans le débat. Hein. Ouais. Donc Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en sciences du climat. Et donc moi, la question en fait, que je voulais formuler par rapport à plusieurs interventions précédentes, c'était finalement le rapport aux connaissances scientifiques comme vecteur d'émancipation dans la société. C'était un peu en filigrane, mais on a mentionné le rôle des citoyens pour participer à définir ce que pourraient être des priorités de recherche. On a parlé des sciences citoyennes, on a parlé des savoirs citoyens, mais il y a aussi tout cet enjeu en fait, de faire en sorte que les connaissances qu'on produise, elles ne restent pas dans nos labos, qu'elles soient aussi vecteurs d'émancipation. Et ça passe à travers beaucoup d'obstacles. La désinformation, la faible culture scientifique dans la société, on n'en a pas parlé. Et peut-être, moi, j'aimerais qu'on parle, par exemple, des connaissances en matière scientifique, santé, biodiversité, environnement, climat, qui pourraient éclairer des politiques d'action de prévention plutôt que le coût très élevé de la réparation. Finalement, en termes de santé, c'est très frappant pour les mobilités, pour l'alimentation et d'autres aspects. Donc, qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés qui se veulent technophiles, on n'est pas capable de s'appuyer sur les connaissances scientifiques pour nourrir une approche de prévention plutôt que le coût
ou les bénéfices pour ceux qui en profitent de la réparation. Et puis l'autre volet, c'est comment vous vous positionnez, vous, en fait, par rapport à des nouvelles formes d'obscurantisme technophile. Pour moi, c'est ça, les géants de la tech, c'est le positionnement américain. C'est en fait technophile, c'est-à-dire on prend les résultats de la recherche quand ça sert le capital et la puissance, en gros. Et puis quand ça dérange, inégalité de santé, inégalité sociale, enjeux de santé environnementale, enjeux climatiques, enjeux biodiversité, écosystème, on rejette. Comment on se positionne par rapport à ça collectivement ? Et je pense qu'on est très faible comme société savante pour réagir. On est très faible quand on voit murer symboliquement l'INRAE, l'ANSES, l'OFB. On laisse faire. Pourquoi ? Pourquoi en fait on ne réagit pas ? Qu'est-ce que ça dit de nous comme scientifiques sur notre rapport à la science dans la société ? Donc Éric Josselin, astrophysicien, donc c'est un peu compliqué de prendre la parole derrière. C'était juste pour réagir, puisque je suis astronome, donc, et j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur le James Webb Space Telescope et sur la réflexion qui était déjà sur le successeur qui sera lancé dans 20-30 ans. Alors plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement deux catégories de projets. Il y a les projets dont on sait qu'ils ont un potentiel de casser, d'apporter des vraies nouvelles découvertes et pas simplement de faire toujours la même chose et mieux, enfin potentiellement mieux. Donc le James Webb est dans ce cas-là. Mais par contre, il y a effectivement un problème au niveau de la recherche, je dirais, collaborative. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'Agence spatiale européenne propose un satellite, la NASA s'empresse de financer la construction d'un satellite concurrent. Je peux donner des exemples de missions actuelles qui finalement n'apportent pas grand-chose en termes de révolution scientifique. Et là, il y a un vrai problème au niveau du fonctionnement de la recherche au niveau international. L'autre chose, c'est sur qui choisit, qui prend les décisions. Eh ben, on a parlé de la prise de décision par les scientifiques. Quand on est sur des projets internationaux, les scientifiques, finalement, leur point de vue est assez minoritaire. On peut prendre l'exemple du Square Kilometre Array, donc un réseau de radiotélescopes en Afrique du Sud et en Australie. Donc la France est en train de signer sa participation à ce projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a des enjeux diplomatiques, les relations entre la France et l'Afrique du Sud pour la construction de centrales nucléaires. Il y a des contrats industriels, donc des retombées économiques pour des grandes sociétés françaises, Matra, Thales et compagnie. Et finalement, l'enjeu scientifique de qu'est-ce que va apporter SCA du point de vue de l'astronomie, c'est presque secondaire dans le choix de participer à ce genre de projet. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question de faut-il arrêter la recherche avec des très lourdes infrastructures, etc. En racontant ma propre expérience au sein du comité d'éthique en commun, INRAE, CIRAD, etc., où nous avions à réfléchir sur la question de l'exploration des milieux faiblement anthropisés, notamment les grands fonds marins. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'au sein d'un collectif, d'un comité, j'ai senti une très forte division, parce qu'on a posé la question: faut-il valoriser la connaissance à tout prix ? Et quand j'ai soulevé la question, est-ce que faut-il connaître à tout prix ? À tout prix, c'est-à-dire au prix d'éventuels dégâts dans les milieux qu'on va explorer, et en plus d'ouvrir la porte à une foule d'extracteurs d'intérêts privés, etc. Et quand on a posé la question comme ça, il y a eu une levée de boucliers, mais vous faites l'apologie de l'ignorance. Et je pense que c'est un vrai problème. C'était certainement pas ce qu'on voulait faire, l'apologie de l'ignorance, ou dire qu'il faut arrêter de connaître. Non, mais est-ce que la connaissance scientifique est la plus pertinente sur ce sujet, etc. Enfin, ça ouvre plein de problèmes. Je n'ai pas de réponse, mais je sais qu'on a ouvert une masse de problèmes
que notre avis ne peut pas traduire. Et que, en tout cas, ça pose au moins deux types de problèmes. Pourquoi la connaissance scientifique serait-elle la plus valorisée sur des questions comme ça, dans l'exploration? Il y a peut-être d'autres manières d'explorer des océans, des choses, que par la science, par l'art, par la littérature, par le mythe aussi, je ne sais pas. Et bon, j'ouvre la question. Et puis, à quel prix, en fait, on peut accepter de valoriser la connaissance? Ça se traduit par les choix juridiques qu'on fait sur le principe de précaution. Voilà. Et farouche opposant du principe de précaution, et il y a des défenseurs du principe de précaution, prendre en considération tout ce qu'on ne connaît pas de nos impacts à partir de certaines décisions et avancées scientifiques. Alors, Michael, donc, cette question de cadrer la controverse et qui pour moi est liée aussi à la question, dans une période obscurantiste et fascisante, de rapport à la vérité. Pour moi, ça a à voir avec le fait que, c'est très vrai en économie, notre responsabilité professionnelle ne s'arrête pas à la publication du papier. On doit aussi, comme avec un médicament, donner les conditions d'usage de nos résultats et les conditions d'interprétation de nos résultats. Un truc hyper fréquent en économie, on est très content d'avoir trouvé un micro-résultat sur une petite chose, on publie, on est content, et voilà, et on va valoriser ça. Et puis, ce résultat est récupéré, mais interprété, se retrouve dans 18 rapports, est cité par un tel et un tel. On n'a pas trop réfléchi aux conditions d'usage, et complaisamment, on est content d'être cité. En fait, on n'est probablement pas nous individuellement, mais la communauté et chercheuses et chercheurs, les mieux placés pour faire une sorte de méta-analyse, mais simplement une analyse raisonnée des résultats pour comprendre quel est le sens qu'on peut leur donner. Et bout à bout, c'est ça quand je disais notre plus-value collective, c'est être une revue de littérature, essayer de structurer la connaissance telle qu'elle a été produite. Donc ça, je pense que ça fait partie de notre métier, c'est pas valorisé parce que ça produit pas des publications, mais en réalité, c'est vraiment, ça fait partie de notre rôle. Du coup, structurer des controverses, c'est, en économie, c'est très clair. On parle d'une politique publique, on peut se poser la question des problèmes à identifier, mais si on parle d'une politique publique, c'est lister les effets possibles, mais pas seulement les lister, essayer, compte tenu de l'état des connaissances, de hiérarchiser l'importance et de restituer tout ce raisonnement-là. Je donne un exemple, un truc catastrophique en ce moment dans le rapport à la vérité. Trump dit il y a eu un crash d'avion, c'est à cause des politiques de diversité. Dans nos journaux, sur France Culture, très régulièrement, la question est posée. Alors pour débunker, mais alors, est-ce que c'est à cause des politiques de diversité? Ça s'appelle cadrer la controverse, c'est profondément politique. À mon avis, une chercheuse ou un chercheur informé sur le sujet dit bon, il y a eu un crash d'avion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je refuse votre question, ce qu'on fait toujours dans un séminaire, mais il faut le faire aussi dans l'espace public. Je vais retransformer votre question. Donc il y a eu un crash d'avion, soit c'est pas de chance, ça arrive une fois sur 100, ça arrivé ce jour-là. Soit il y a une régularité. Bon, est-ce qu'il y a une régularité? Ensuite, s'il y a une régularité, quels sont les facteurs les plus probables de cette régularité? Est-ce qu'il y a eu un changement récent qui pourrait expliquer ça? C'est ça, structurer une controverse. Et ça, c'est le rôle social de la recherche, de lutter contre l'obscurantisme, ce que vous disiez, et de livrer ces éléments-là. Puis une fois qu'on a dit tout ça, après, peut-être qu'il y a un pas supplémentaire qui est plus politique. Moi, dans mon domaine, très clairement, les politiques publiques, on peut, en tout cas c'est ma croyance, les formuler sous forme d'arbitrage. À la fin, vous allez avoir tant de milliers de personnes en emploi en plus, vous serez content, et tant de milliers de personnes au RSA en plus, elles ne seront pas contentes. Vous choisissez de le faire ou pas le faire, mais au moins on aura formulé les termes de l'arbitrage. Donc structurer une controverse, c'est sans doute rendre intelligible, structurer les arguments et le faire dans un langage que chacune et chacun peut s'approprier si on prend le temps. Je rajouterais que pour les questions informatiques, expliquer
un petit peu ce qui se passe derrière dans la machine, de façon que les gens puissent s'emparer du sujet et ne pas fantasmer dans une direction ou dans l'autre. Ça aussi, ça peut permettre aux personnes, à nos interlocuteurs, de faire des choix. Ça peut éclairer les choix. Pour la question, est-ce que la communauté scientifique est capable de faire des choix de quoi financer et pourquoi? Je pense qu'actuellement, alors à mon niveau, moi, les très grandes infrastructures, je ne vis pas dans ce monde-là, mais nous, on a des recrutements à gérer. Par exemple, au CNRS, dans quel domaine va-t-on recruter nos chercheurs? Et là, ces choix de domaine, donc de plus en plus, il y a des fléchages de postes, des coloriages de postes. Autrement dit, c'est les administrateurs de la recherche du CNRS qui choisissent les domaines prioritaires, qui font la politique scientifique. Et donc, que ce soit les conseils scientifiques ou les sections qui font le recrutement, n'ont pas ce travail à faire, ou beaucoup moins, puisqu'il est déjà fait par l'administration. Et je pense que le fait que, par exemple, le conseil scientifique, qui normalement est fait pour faire de la politique scientifique, qui est un collectif de scientifiques qui est censé représenter le domaine, le fait qu'il soit dépossédé de ce genre de choix, eh bien, ça le déresponsabilise et ça le déshabitue à penser en ces termes. Et donc, on fait ça pendant quelques années, puis après, un jour, on dit, bon, ben, on va demander aux chercheurs, hein, c'est quoi les priorités? Eh bien, ils ne savent pas, parce qu'ils ont perdu l'habitude de ce travail collectif de réflexion sur comment choisir des priorités. Donc, je pense que là, il faut essayer de redonner de la responsabilité au collectif de chercheurs pour qu'ils puissent réapprendre à discuter pour faire ces choix ensemble. Oui. Bonjour et merci. Antoine Rousseau, mathématicien. Donc, d'abord, je vous fais de la publicité pour la table ronde de cet après-midi qui va parler de la recherche sur commande. On est vraiment en plein dans le sujet. Donc, si vous voulez continuer, on en rediscutera cet après-midi. Et je voulais vous adresser une question sur les problématiques qui ont été évoquées là, très récemment, et en particulier avec l'intervention de Valérie sur ce qui se passe suite au fait que l'OFB ou l'INRAE est muré, qu'on ne fait rien, etc. Ma question, c'est quel rôle pour les sociétés savantes? On est là avec le collège aujourd'hui. Qu'est-ce que pourraient apporter les sociétés savantes? Quel serait leur rôle pour faire remonter ces difficultés, proposer des solutions, se battre? Je pense que, bon, évidemment, dans cette assemblée, c'est assez clair de l'importance des rôles des sociétés savantes, mais je pense que pour les chercheurs et les chercheuses qui sont dans nos labos, c'est pas toujours évident. Et il y en a qui vont regarder la vidéo aujourd'hui. On pourra aussi leur rapporter vos propos. Donc, qu'est-ce que vous préconisez et comment est-ce que nous, chercheurs et chercheuses, on peut s'investir dans ces sociétés pour faire avancer les sujets que vous avez évoqués? Merci. Bonjour, Bruno Guéral, je suis physicien au CEA à Grenoble. Bernadette, vous avez évoqué deux choses. Vous avez évoqué le crédit que les communautés de recherche ont auprès de la société, ce que les enquêtes d'opinion montrent effectivement. Et puis vous avez parlé, je vous en remercie, de la promesse scientifique ou la promesse technologique, cette économie de la promesse. Deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à force, donc avec cette injonction à la promesse scientifique, on décrédibilise les communautés de recherche parce que finalement on va promettre des tas de choses qui risquent de ne pas advenir? Et deuxième question, finalement, comment est-ce que individuellement ou collectivement on peut résister à cette injonction à la promesse scientifique? Et est-ce qu'il y a une recherche, en fait, y compris une recherche critique en philosophie et histoire des sciences sur la promesse scientifique? Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Acero, je suis biologiste moléculaire et je voulais un peu réagir, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réaction par rapport à la tournure que je trouve que le débat est en train de prendre. J'ai l'impression que, moi je fais de la recherche très fondamentale et ma communauté, mais bien d'autres, se battent depuis des années sur la finalité de nos recherches. C'est-à-dire on nous demande de faire de la recherche fondamentale, mais avec une vision utilitariste, financière, il faut que ça rapporte de l'argent. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser sur un autre débat qui nous amène à réfléchir à la finalité de notre recherche par rapport à son empreinte carbone
et on nous demande de nous poser la question, est-ce que mon projet de recherche sur un mécanisme biologique très précis a un intérêt sociétal compte tenu de l'empreinte carbone qu'il va générer? Et là, je trouve que ça fait un peu peur. Je pense qu'on est en train de glisser sur un truc qui est très dangereux. Alors, juste pour prendre un exemple, il n'est pas là aujourd'hui, mais si Olivier Hamon avait été là aujourd'hui, il vous aurait parlé de ses recherches sur la structure des feuilles, comment les cellules, les plantes déterminent la forme des feuilles. Et il vous aurait dit que ces travaux l'ont amené à se rendre compte que les systèmes biologiques sont énormément inefficaces, contrairement à ce qu'on imagine, et que l'inefficacité dans un système qui change, un système instable, c'est une clé de la robustesse. Donc c'est l'opposé de la performance. Et la robustesse, c'est ça qui permet au système vivant d'être stable dans un système instable. Donc si à un moment donné, quelqu'un s'était posé la question de la finalité de financer son microscope, parce que finalement, l'empreinte carbone du microscope par rapport à savoir comment se forment les feuilles, qu'est-ce que ça apporte ? Eh ben, il n'aurait peut-être pas fait ces réflexions-là. Et le message sociétal qu'il apporte avec sa réflexion sur la robustesse et la performance n'aurait peut-être pas existé. Voilà. Donc est-ce que c'est notre rôle à nous en tant que scientifiques de s'auto-censurer sur nos recherches, même si ces recherches ont un coût en carbone? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux se poser la question OK, 10 milliards pour le James Webb, mais est-ce qu'on s'est posé la question de l'empreinte carbone de la Coupe du Monde au Qatar ou des Jeux Olympiques de Paris? Voilà. Et ce n'est pas à nous de nous auto-censurer sur le microscope qu'on doit acheter pour faire avancer nos recherches. Merci. René Clarisse, je représente la Société française de psychologie. Par ailleurs, enseignant-chercheur en développement et plus particulièrement sur un domaine qui est le marronnier, souvent les rythmes scolaires. Toujours est-il, on a abordé tout à l'heure en disant que ce qui était important, c'était le choix de la question. Mais même si ça a été plus ou moins effleuré, la question de l'éthique n'a pas été abordée. Et ça me paraît quand même être une question importante aussi. Bonjour, Claire Coulis, je suis ethnobiologiste et coordinatrice d'un Living Lab sur les interactions sciences-environnement. Alors, ce n'est pas une question directement, mais ça rebondit à tout ce qui a été dit. J'avoue que je ne comprends pas trop la réaction de monsieur, même si sur la fin, je peux être d'accord, mais on ne parle pas de la question de l'impact carbone de la recherche. Il me semble que c'est beaucoup plus large. C'est sur l'utilité qui, en soi, est très politique, de à quoi sert la recherche et quel type de recherche pour quel intérêt. Et la question aussi de la valorisation de la recherche, alors pas du tout économique quand je parle de valorisation, mais pour quelle recherche, pour qui, pour quelle société, c'est là où c'est très politique. Et pour rebondir, je pense que vous connaissez, il y a aussi des collectifs qui se forment en écologie politique, mais alors qui brassent une diversité de disciplines, et Laurence Huck, que je salue, est là-bas, partout en France, donc des collectifs comme doit y en avoir sous différentes formes, qui s'appellent les atécopoles avec des noms variés. Et je me permets de faire de la publicité parce que ça rebondit complètement sur ces tables rondes et ces thématiques-là. Il y a un colloque inter-atécopole début juillet à Toulouse du 1er au 3 juillet. Je pourrais donner les références qui portent sur les questions des réflexions et des expériences depuis l'écologie politique pour justement questionner ces controverses. C'est un peu le rôle de ces collectifs de recadrer les controverses à l'échelle des institutions, des collectifs de chercheurs et chercheuses, et qui du coup va aussi mobiliser les institutions de recherche, voire plus haut, pour questionner quelle recherche, pour qui, pourquoi, quelle finalité, et qui repose tout ça. Et c'est vraiment pas qu'une question d'impact carbone, c'est beaucoup plus large sur l'impact de la recherche. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en boucle, tout est politique, et en même temps, c'est vraiment, il me semble aussi beaucoup l'utilité du chercheur et de la chercheuse, comme vous disiez, de recadrer la controverse auprès des citoyens et des citoyennes qui après élisent aussi leur politique. Enfin, voilà, tout est logique. On va passer la parole au panel pour les réactions aux questions et interrogations et réflexions qui sont menées. Alors, peut-être Bernadette. Bien, merci beaucoup pour toute ça fuse. C'est absolument passionnant. Je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes les questions. Simplement sur la question de l'économie des promesses, il y a beaucoup de recherches sociologiques et anthropologiques qui sont faites et on n'arrive pas
à faire du debunking, si je peux dire. C'est-à-dire que ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on continue de faire des promesses et qu'elles ne sont pas tenues, et qu'on continue et qu'on relance, etc. Et ça dure depuis que Marcellin Berthelot promettait en 1893 qu'en l'an 2000, la chimie résoudrait tous les problèmes, nanana, nanana. Bon. Et on ne l'a pas mis en prison pour ça. Hein? Non, il a été ministre même. Et je veux dire, et ça continue. On dirait que la recherche a licence pour faire des promesses sans les tenir. Ça, c'est quand même assez choquant. Du point de vue éthique, moi, je trouve que ça pose un problème. On devrait au moins tenir nos promesses. Ou être redevable si on ne les tient pas. Donc, du point de vue de l'éthique, il y a tout un appareil éthique dans la recherche aujourd'hui, publique. La difficulté que je ressens, moi, beaucoup, c'est que deux choses. Premièrement, souvent, l'éthique est réduite à des protocoles, remplir des formulaires. C'est essentiellement hérité de l'éthique biomédicale. Donc, il faut cocher combien d'animaux vous allez zigouiller, si vous ne les faites pas souffrir, blablabla. Donc, ça, c'est une première chose. C'est souvent protocolaire et procédural. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, les recherches aujourd'hui, on encourage les recherches publiques-privées. Et on est affronté bien souvent à des problèmes quand on suit un projet de recherche qui associe du privé et du public. Eh bien, ça devient difficile parce que les fonds privés, ils veulent pas s'embarrasser des questions éthiques qui, justement, essayent de reformuler les problèmes et de recadrer, etc., etc. Ça retarde. Or, il y a des retours sur investissement à faire, etc. Et je ne cite pas de cas là, mais je travaille en ce moment sur 2 cas comme ça, et ça pose un vrai problème de positionner l'éthique quand il y a des partenariats publics-privés. Parce qu'il faut arriver à vraiment harmoniser les valeurs des uns et des autres. Donc ça, c'est un problème. Mais je voudrais faire, si j'ai encore 1 minute, ce qui me frappe beaucoup, c'est que parmi les questions, et c'est l'avantage de cette réunion, qui est le congrès des sociétés savantes, et donc de multiples disciplines, qu'on arrive à dialoguer et à éviter un piège, ce qui n'est pas facile. Est-ce qu'on l'évite? Oui, je pense qu'on l'a évité. Qui est le piège de dire ce qui nous réunit, c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique garante de la vérité, et il faut, grâce à la vérité, combattre l'obscurantisme, combattre l'erreur, faire du debunking, etc., etc. Or, moi, ça fait des années que je travaille sur plusieurs disciplines, et ce qui me frappe, c'est combien chaque société savante a des méthodes différentes, des visions du monde différentes et défend des valeurs différentes. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui nous réunit peut-être, tous ensemble, par rapport à ce qu'on appelle les amateurs, les profanes, comme on disait autrefois. Voilà. Est-ce que voilà. Et qu'est-ce qui réunit aujourd'hui toutes ces sociétés savantes? Et c'est merveilleux qu'on arrive à parler, mais attention, ne faisons pas du réductionnisme en supposant qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Et qu'est-ce qui nous réunit? Sans doute un combat pour la vérité, ok, pour la justice sociale aussi. Mais en sachant que la vérité pour laquelle on se bat, c'est déjà une valeur. C'est une valeur, et il faut savoir que c'est une valeur qui est politique d'ailleurs. La première fois qu'elle a été défendue contre les mensonges d'État, c'était lors de l'affaire Dreyfus. Et ce n'est pas les scientifiques les premiers qui sont montés au créneau, c'était un romancier
les scientifiques ont suivi, mais voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui nous réunit? On a une réponse à cette question dans cette partie de la salle. Ce qui nous réunit, c'est Patrick Lemaire. Bon, là, on arrive au moment où on s'aventure en terrain, pour moi, instable. Non, mais parce que c'est intéressant, que c'est très politique, mais ce n'est pas des sujets sur lesquels moi j'ai particulièrement réfléchi. Donc, je vais vous donner mon ressenti, de ma compréhension de la discussion telle qu'elle est posée. Rebondir d'abord sur la question des savoirs citoyens. C'est pas une question que j'ai beaucoup théorisée. Simplement, mon expérience, c'est que dans l'échange avec des collectifs qui eux-mêmes se nourrissent de savoirs citoyens, il y a souvent des choses particulièrement nourrissantes et intéressantes dans ces phénomènes d'aller-retour. Ce qui m'amène à la réflexion que un des écueils pour les chercheuses et chercheurs, que ça soit dans ma discipline ou que ça soit collectivement, ça serait une forme de corporatisme et de penser qu'il y aurait une exception particulière, une valeur particulière à ce métier et qu'on se donnerait des droits particulièrement par corporatisme. Et ma manière d'articuler ces éléments-là, et ça répond un petit peu sans doute à la question des sociétés savantes, c'est de se dire, ok, dans une société démocratique, la recherche, ça veut dire que, surtout la recherche publique, si c'est notre cas au plus grand nombre, ça veut dire qu'on nous a délégué et on nous autorise à produire un travail intellectuel pour le compte de l'ensemble du corps social. Et ce travail intellectuel, ça me fait un peu penser à ce que dit Mediapart quand il défend les libertés du journalisme. Il dit, attention, le secret des sources, ce n'est pas un droit des journalistes, c'est une protection des citoyens. Je pense qu'on peut adopter la même chose. On doit défendre, et les sociétés savantes doivent défendre les conditions d'exercice de la recherche et la liberté de la recherche, qui est une condition, et y compris la liberté de se poser des questions, de fixer notre propre agenda, de ne pas être sur ordre, mais pas parce que uniquement on est chercheur, mais parce que c'est une fonction sociale qu'on remplit. Mais dire qu'on est libre de ça, ça ne veut pas dire s'affranchir de toute règle. En fait, on en a déjà plein des règles formelles. On ne fait pas des expérimentations sur des individus, sauf dans des conditions très particulières. Le fait qu'on rajoute, on ne va pas brûler 3 tonnes de carbone pour faire telle expérimentation et qu'on se demande quelle est la bonne dose, ne me pose pas de problème. Et donc, il faut articuler à la fois la liberté dans la fixation des questions, y compris parce que l'expérience nous montre qu'on ne peut pas avoir les réponses à l'avance et donc il faut être libre. Et en même temps, fait que certes, on est des collèges de sociétés savantes, mais on est dans une société démocratique et donc a priori, il n'y a pas une aristocratie de la recherche qui pourrait donner une direction. Et ça m'amène du coup à mon dernier point, le rôle des sociétés savantes. Pour moi, le phénomène politique majeur de la période, c'est quand même une montée de l'obscurantisme et de l'autoritarisme. On pourra dire du fascisme si on a vraiment l'image des États-Unis devant nous. Et donc d'être à la fois, bien sûr, vigilant, mais de documenter toutes les remises en cause qui sont quotidiennes des conditions économiques, politiques et intellectuelles de la recherche quand elles se manifestent et d'avoir une solidarité face à ça. C'est un exemple, c'est sans doute pas le meilleur, mais moi je suis à Sciences Po, chercheur associé, je suis même pas vraiment membre de la communauté, et on a un Premier ministre qui débarque dans le conseil d'administration pour ceci ou cela, ou donner son avis sur telle ou telle chose. Il y a des commentaires, on a eu des ministres de l'enseignement supérieur qui se sont positionnés sur des axes de recherche, littéralement, pour les mettre en cause politiquement, sans aucun fondement. Et ça, c'est extrêmement dangereux et c'est une remise en cause. Et donc je pense que le rôle des sociétés savantes, c'est de pointer à la fois les conditions économiques et politiques qui seraient des entraves à ça. Ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit de toute règle, du législateur, etc. L'éthique, il y en a une partie qui doit être légale, et puis il y en a une partie, c'est sans doute des choses auxquelles on doit se former. Moi, j'ai jamais été formé à ça, et c'est des questions qui m'ont interrogé. Dans des expérimentations sur les discriminations, des fois, j'ai vu des collègues faire des trucs, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? On n'avait aucune formation là-dessus, et donc...
quel rôle pour les sociétés savantes? Moi, je ne sais pas, mais là, depuis quelques années, je suis à l'Académie des sciences. Et donc, j'essaie de réfléchir au rôle de l'Académie des sciences. Donc, c'est un peu le même genre de choses. C'est d'abord de porter la parole des scientifiques, je crois, sachant que quand même, les gens qui sont à l'Académie des sciences, c'est plutôt des gens qui sont en fin de carrière. On est junior jusqu'à 55 ans là-bas. Et aussi, c'est plutôt des gens qui ont réussi dans le système tel qu'il existe. Donc, ce n'est pas tout à fait un échantillon aléatoire de la communauté scientifique. Les sociétés savantes, je ne sais pas exactement à quel point elles représentent la communauté scientifique. Bon, donc c'est ma seule réponse pour l'instant. Sur la question de l'éthique, je dois dire que donc mon domaine, c'est les algorithmes. Il existe de nombreuses conférences. Et depuis quelques années, il y a une conférence qui a de plus en plus de participants, Fairness, Accountability and Transparency. Donc pour les algorithmes, des questions d'équité, de transparence et de responsabilité. Et je pense que ce succès est complètement lié à la lutte contre la montée de l'obscurantisme et de l'autoritarisme. C'est vraiment une façon scientifique d'essayer de réagir pour lutter contre cette montée. Et enfin, sur l'utilité de la recherche pour la société, je voudrais rajouter un petit mot sur la formation par la recherche, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais même la recherche qui ne sert à rien, entre guillemets, on forme des étudiants, des doctorants, des jeunes docteurs, et par le fait qu'ils ont été exposés à la recherche, je pense que ça, c'est une valeur, que ça leur apprend quelque chose qui ensuite qui les forme pour le reste de leur vie. Et donc, je pense que ça, c'est une utilité de la recherche en elle-même. Bien, écoutez, je crois qu'on a réussi ce défi de tenir sur un sujet aussi ambitieux, passionnant, qui nous concerne tous, et l'ambition du débat et l'ambition du timing. Donc ça, c'est pas mal. Je ne me sens pas évidemment de faire le mot de la fin, si ce n'est que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que selon nos disciplines, nos parcours, nos expériences, des fois dans des institutions où il faut prendre des... Eh bien, il y a quand même un certain nombre de pressions qui s'exercent. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger ça, et que le poids du collectif, il y a ce qu'on vit au niveau individuel et ce qu'on peut porter sur le plan collectif. Et c'est vrai que collectivement, on a beaucoup plus de chances peut-être d'être au mieux de ce qu'on attend de nous. Michael disait, on nous autorisa. J'espère qu'on fait un peu plus que ce qu'on nous autorise à faire. En tout cas, ce qu'on va s'autoriser à faire, c'est déjeuner.